parler ensemble d'une bibliothèque idéale pour les jeunes de 0 à 16 ans. C'est essentiel et pour cela, eh bien, j'ai deux invités. Anne-Laure Blanc, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie Daubigny. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes avec Hélène Fruchard, les auteurs de cette bibliothèque idéale. Que lire de 0 à 16 ans? Une bibliothèque idéale, c'est-à-dire un guide à usage des familles, des écoles et des bibliothèques. Est-ce tout d'abord la volonté d'éviter les mauvaises surprises dans une production contemporaine qui est très très importante, mais qui est, on va peut-être le dire, souvent inégale? Tout à fait. Je pense que nous sommes partis de la jungle pour arriver à quelque chose qui peut ressembler à un jardin à la française. Donc on a 17 000 titres par an qui est publié en France en ce moment. 17 000 titres, auxquels s'ajoutent les titres précédemment parus. Donc vous imaginez un petit peu le nombre d'exemplaires que cela peut faire. Et donc nous avons proposé nos choix de manière à faire profiter... 17 000 livres qui paraissent chaque année, Valérie Daubigny, ça veut dire que c'est un secteur qui n'est pas en crise? Alors c'est un secteur qui a peu connu la crise, mais qui commence à prendre peur, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui achètent systématiquement certaines productions, on peut les appeler comme ça. Et puis par ailleurs, les familles, les écoles, des bibliothèques qui ont des bibliothèques d'école par exemple, qui ont des budgets restreints, qui elles sont obligées de faire des choix. Et nous offrons ce guide à tous ceux qui veulent faire des choix. Donc effectivement, comme vous le dites, sortir peut-être des sentiers battus de ce qui se voit beaucoup. Et nous avons cette force, Anne-Laure Blanc, Hélène Fruchard et moi, par nos activités, de ne pas avoir une démarche commerciale et donc de pouvoir nous octroyer ce temps de la décantation. Donc là, cette bibliothèque idéale, c'est un petit peu ce qui nous paraît digne de figurer dans une bibliothèque familiale, rester dans le temps, et donc après décantation. Mais alors, une bibliothèque idéale, dites-moi, c'est normalement le ministère de l'Éducation qui fournit la bibliothèque idéale. Quels sont vos titres de gloire, vos titres tout court, pour pouvoir vous permettre d'éditer vous-même votre propre liste? D'abord d'avoir été des parents, d'être des grands-parents pour certaines, en tout cas pour Hélène et moi, et d'avoir un goût certain pour la littérature de jeunesse. Valérie anime un site, un comité de lecture, donc elle a plusieurs personnes qui viennent l'aider. Et nous avons nos passions qui nous permettent, après tout, de nous dire tout à fait aptes à faire ce genre de tri. Des blogs et des complexe. comités de lecture? Oui, pour 1, 2, 3 loisirs, qui existe depuis 2000. Il y a actuellement un peu plus de 3600 livres qui ont été recensés. C'est une sélection positive, donc ce sont des livres qui ont tous été choisis. Et effectivement, je m'appuie sur un comité de lecture qui est très actif. L'année dernière, pour vous donner une idée, nous avons traité à peu près 900 livres et nous en avons gardé un petit tiers. Voilà. Et tout est lu et relu. Et Anne-Laure procède de la même manière. Voilà, moi sur le blog, ça s'appelle Chouette un livre. Alors là, je donne 4 coups de cœur par semaine. J'essaye de régulièrement m'informer de ce qui sort. Je joue la cliente lambda dans les librairies et je regarde ce qui vient de sortir. Je reçois aussi quelques catalogues et je fais un choix de 4 ouvrages par semaine qui vont permettre aux familles de trouver des livres vraiment disponibles. Ce n'est pas de la bibliophilie, ce ne sont pas des livres anciens, ce sont des livres immédiatement faciles à trouver, mais que je ne vends pas. 4 par semaine. 200 par an sur 17 000 qui paraissent. Oui. C'est un choix drastique que vous faites. C'est drastique. Mais aussi parce que je lis tout. Avec d'autres personnes, nous lisons tout. Donc, tout lire, cela veut dire tout de même avoir quelques limites temporelles, disons. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai vu avant d'arriver, là, vous aviez un livre, on ne va pas en parler, dire, celui-là, je l'ai lu, mais vraiment, je te le passe, mais c'est quand même très difficile. Vous êtes placé vraiment souvent devant cette réalité-là, de dire, bon, je lis quelque chose, mais qui soit me tombe des mains, soit vraiment n'est pas sain. Oui, c'est très fréquent. Oui, très fréquemment. On reçoit notamment les romans adolescents qui sont vraiment abominables. Oui, moi j'aime bien toujours donner sa chance au livre. On sait très bien que les couvertures, par exemple, peuvent être extrêmement trompeuses. Elles échappent d'ailleurs la plupart du temps à l'auteur. Elles sont marketing, elles sont faites par l'éditeur. Donc même si la couverture sème en moi un léger doute, je me dis, je dépasse, j'entre. Les 20 premières pages, je continue. Il arrive qu'effectivement, on ne perde pas davantage son temps et qu'on le referme, mais la plupart du temps, on va jusqu'au bout. Les livres que nous retenons sont la plupart du temps lus 2 fois, soumis aussi aux critères des enfants, des jeunes auxquels ils s'adressent. Donc tout ça, je pense que ça fait un bon
bon petit bouillon pour garder le meilleur. Alors, c'est une bibliothèque idéale. Ce sont 2000 titres qui ont été retenus, positifs, comme vous venez de le dire, Valérie Daubigny. Vous avez fait le choix d'une société d'édition qui s'appelle Criterion, qui est peu connue finalement. Pourquoi cela? Alors, la Fondation pour l'école a relancé cette collection qui est adossée en fait au groupe Fleurus. Donc, quand même un groupe important. Elle a relancé dans l'idée justement d'aider les écoles complètement indépendantes à avoir un corpus bien à elles. Donc, en même temps que notre bibliothèque idéale, est sorti un recueil de poésie et aussi, je crois, une série historique de cours d'histoire, vraiment des livres de classe. Et une frise historique aussi. Et une frise historique. Alors, on apprend beaucoup de choses dans cet ouvrage. Avant de passer sur les 2000 titres, on ne va pas les faire les uns après les autres, ne vous inquiétez pas. Dommage, mais vous reviendrez, vous êtes chez vous. Vous avez, fait une recherche un peu historique. Et moi, j'ai appris, je dois dire, que le premier livre imprimé à l'intention des enfants, il date d'il y a 360 ans. Je n'étais pas là, donc ça tombe bien. Et c'est Orbis Pictus qui paraît en 1658. C'est en latin et en allemand, et c'est réalisé par un pédagogue qui s'appelle Comenius. Oui, imaginez que les enfants apprenaient à lire en latin. C'était quand même pas très joyeux tous les jours. En fait, les premiers livres pour enfants sont des livres de piété. Et puis très vite, les fameux livres de prix qui arrivent un peu plus tard, mais c'est ces fameux livres de piété, des abécédaires. Et puis en fait, on lit un petit peu les livres d'adultes très vite. La littérature enfantine, c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard. Alors là, dans le plus tard, j'ai découvert aussi, je ne me rappelais plus, parce que j'ai lu Rousseau, mais on m'a obligé à le faire, et donc je ne me rappelais plus du conseil qu'il donne dans Émile ou de l'éducation. Il dit qu'il faut lire un livre de jeunes. Au jeune Émile, il dit qu'il faut lire un livre, c'est pas Aristote, c'est pas Pline, c'est pas Buffon, c'est Robinson Crusoe. C'est-à-dire c'est un livre d'aventure que Rousseau propose à un enfant. C'est bien de commencer, quand on a cet âge-là, par un livre d'aventure comme Robinson Crusoe. C'est le seul livre qu'Émile a le droit de lire. Ça n'est pas le premier, c'est le seul. Tout le reste, il doit le faire lui-même. Vous savez, c'est la pédagogie de l'essai-erreur. Il va aller faire son jardin, il va aller élever ses chèvres, etc. Non, on ne lit pas dans Émile. On ne lit qu'un seul livre, celui-là, rien d'autre. Alors, parce que c'est un livre d'aventure ou c'est parce que c'est un livre, disons, d'éducation naturelle comme le prenait Rousseau? Un petit peu les deux. Un peu les deux. Quand tu as commencé par un livre d'aventure, oui, effectivement, c'est ça qu'il faut offrir aux enfants. En s'ancrant dans leur réel, c'est vrai. On parle là des tout-petits. Pour les adolescents, rester aussi dans l'aventure. Malheureusement, il y a une grosse production de livres qui sont très nombrilistes, qui sont sur la vie quotidienne, qui leur rappellent sans cesse qu'ils ont les deux pieds dans la glaise. Et effectivement, là, notre soif, c'est de trouver de très bons livres d'aventure. Et il y en a, des livres qui nous emmènent, nous. Alors, les livres d'aventure qui vous emmènent, si Rousseau était là, il dirait aujourd'hui qu'il faut lire Harry Potter, et vous direz oui, il faut lire Harry Potter. Écoutez, moi, permettez-moi de ne pas essayer d'entrer dans la psychologie de Rousseau et de ne pas transposer. Non, on va... Alors, mais est-ce qu'il faudrait dire Harry Potter quand même? C'est un long débat, parce que dans les familles, ça a été un grand débat. Et puis, il y en a eu beaucoup d'Harry Potter, donc le débat a été long. Alors, je ne sais pas si nous avons la même approche d'Harry Potter toutes les deux. Un peu différente. Sans doute différente. Alors, débat. Et nous ne l'avons pas mis dans notre guide. J'ai bien vu. D'abord parce que nous n'avions sans doute pas la même manière de l'envisager. Et puis aussi parce que, et ce n'est pas une dérobade de le dire, mais nous avons essayé de sortir des gros sentiers battus. Sinon, notre livre n'avait pas d'intérêt. Harry Potter n'a pas besoin de nous. En ce qui concerne Harry Potter, et c'est très intéressant, je vais juste dire ça, à une réunion récente où je présentais la littérature jeunesse, assistait une famille très très branchée sur Harry Potter, et puis un libraire, et le libraire disait une chose extrêmement juste. Ça, je pense que ça peut intéresser vos téléspectateurs, c'est que Harry Potter est sorti avec un temps entre les tomes, un temps qui laissait le temps au lecteur de grandir. Tout à fait. Et donc, on le sait bien, la série va vraiment crescendo dans la force et dans les messages forts que l'on reçoit et dans lesquels il faut exercer un gros discernement. Aujourd'hui, les enfants qui découvrent Harry Potter en 2018, ils vont les avaler. Et celui qui découvre à 10 ans, il va avaler à 10 ans le dernier qui n'a pas été écrit pour son âge, en plus. Mais c'est assez fréquent dans de nombreuses séries. De nombreuses séries sont à lire au fur et à mesure de la parution. Harry Potter, pour moi, les premiers tomes étaient assez intéressants, mais très vite, on s'est aperçu que c'était assez fabriqué, en fait. C'est un atelier d'écriture.
ne faudrait pas me faire croire que cette charmante Anglaise a tout écrit en buvant son thé. Non, pas du tout. Allez, mais le traducteur est excellent. Le traducteur est excellent. Alors, votre ouvrage, c'est aussi une histoire de la littérature pour la jeunesse, mais aussi une réaction au bouleversement de mai 68. La littérature jeunesse, elle va connaître vraiment une profonde mutation, malheureusement. Pas forcément pour le meilleur en mai 68. Ça va vraiment impacter, comme disent les cuistres, la littérature jeunesse. Oui, d'autant plus que la fameuse loi de juillet 49 est de plus en plus contestée et mise à mal. Vous savez, c'est la loi qui interdisait de publier des livres de jeunesse promouvant l'alcool, la violence, enfin toutes sortes d'horreurs. Il fallait protéger la jeunesse. Et en fait, plus ça va, moins on va protéger la jeunesse. Les livres vont être assez subversifs et on va avoir une production en revanche très 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 variée. Et c'est dans cette production variée qu'on va pouvoir continuer maintenant à trouver des pépites. Et puis certains livres sont devenus des classiques, les minuscules notamment de Roald Dahl, enfin certains livres finalement à l'usage, si vous voulez. Les jeunes parents d'aujourd'hui les ont lus quand ils étaient adolescents, donc pour eux c'est aussi leur patrimoine. Donc il va falloir raison garder aussi. C'est quand même ce sentiment, à la fois dans la lecture de l'ouvrage, l'idée qu'il y a une volonté de bienveillance, c'est-à-dire de quitter l'idéologie, même si on a bien compris que tout ce qui est contre la famille, tout ce qui est contre la morale et tout ce qui est contre l'école n'a pas forcément sa place. Néanmoins, il n'y a pas une vision idéologique dans votre ouvrage, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir sa place dès lors que ça va dans le sens de nourrir, comme on dit aussi, notre jeunesse. Oui, nous avions un cadre ultime parmi tous nos critères pour faire ces choix avec Hélène Fruchard. On se le rappelait d'ailleurs les unes aux autres souvent, c'était des livres qui donnent envie de grandir. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais des Pieds dans la glaise, des livres dans lesquels il se passe des choses parfois terribles, des aventures dans lesquelles on souffre, on pleure, mais au bout du bout, il y a une lumière. Et ça donne envie de grandir et ça donne confiance dans la vie. Vous avez quand même mis en place un carré magique à garder en mémoire et qui résume les critères de choix. C'est en page 46 dès que vous l'aurez acheté. Et je pense que ceci, il faut l'apprendre par cœur. Ah oui. En fait, c'est une petite méthode parce que ce livre n'est pas un catéchisme, vous l'avez compris, ce sont nos choix. Et donc, on voulait expliquer un petit peu aux familles et aux écoles comment nous avions procédé et quels étaient les critères que eux pouvaient appliquer ensuite dans le choix des livres. Donc, je peux expliquer un petit peu ce carré magique. Donc, côté du carré, le respect de la langue française, ça c'est indispensable. Un livre avec un joli vocabulaire, une syntaxe exacte. Donc, on supprime toutes les mauvaises traductions, notamment. Il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises. La qualité esthétique du livre, ça c'est surtout pour les albums. Valérie Daubigny avait beau dire que quelquefois la couverture était imposée par l'éditeur. Quand c'est un album, on voit tout de suite si les illustrations sont chaleureuses, quelle est leur technique notamment, c'est une belle technique ou si c'est trop vilain. Donc là, c'est un secteur qui a beaucoup progressé. Oui, maintenant c'est extraordinaire. Donc on essaye d'évacuer à peu près tous les produits dérivés des dessins animés américains, parce que ça c'est généralement assez vilain. Donc on garde les bons illustrateurs. Et on a une école en France, à Lyon, l'école Émile Cole, qui est une excellente école d'illustrateurs, donc profitons-en. Troisième côté, du carré, la cohérence avec les valeurs morales, les valeurs traditionnelles, très simples, la bienveillance, l'amitié, le savoir-vivre. Enfin, on a quand même de belles valeurs à défendre. Il n'est pas question qu'elles soient mises de côté. Et puis le quatrième côté, dont parlait Valérie Daubigny tout à l'heure, c'est ce regard positif et optimiste sur la société. Un regard qui fait grandir l'enfant, même si le livre, quelquefois, fait verser quelques larmes, notamment à ces demoiselles. Est-ce que dans le choix qui sont faits, là on va passer vraiment sur ces 2000 choix, il y a la volonté de redécouvrir des écrivains classiques. Il y a quand même un propos un peu alarmiste, quand même. Dites, à un moment donné, vous affirmez que l'Éducation nationale a organisé, je cite, un véritable autodafé du patrimoine littéraire. Rien que ça, quand même. Oui, parce que par idéologie, tout à l'heure vous parliez de bienveillance, ça me fait très plaisir que vous ayez ressenti ça, que vous ne nous ayez pas senti voulant passer nécessairement par certains sentiers avec des idées préconçues. Or, à l'inverse, c'est bien ce qu'on observe dans l'éducation nationale, qui prive les enfants d'une partie de leur patrimoine simplement par idéologie. Donc nous avons eu un axe qui m'a semblé... à travailler très très intéressant, notamment pour, après 14 ans, la littérature classique. Nous ne voulions pas faire une énième liste scolaire, aucun intérêt. Nous avons voulu proposer chez de grands auteurs la meilleure porte d'entrée.
Donc nous avons interrogé des professeurs, mais aussi des jeunes qui sortaient tout juste du lycée, etc., en leur disant, chez Zola, qu'est-ce que tu choisirais pour faire aimer Zola? Chez Balzac. Et ça a été bien plus intéressant parce que nous avons fait des recherches et je crois que nous proposons des choix qui sont un petit peu différents des sentiers battus. Dites-moi, Anne-Laure Blanc, est-ce que les 2000 titres classiques et contemporains qui sont classés par thème et par tranche d'âge dans cet ouvrage, on peut les trouver dans n'importe quelle bibliothèque ou médiathèque en France? Pas forcément dans toutes les médiathèques. Dans toutes les librairies, oui. Si vous le commandez à votre libraire, il peut vous les trouver. Ils sont tous disponibles, cela a été vérifié. C'est un gros travail. Dans les médiathèques, c'est moins sûr, mais on peut toujours demander à la médiathèque de l'acheter. Il y a des listes, vous savez, on peut demander que tel ou tel ouvrage soit acheté. Donc là, n'hésitez pas, parents et grands-parents, à faire acheter ces bons livres aux bibliothèques. Ma question, elle était simple. Est-ce que les bibliothèques jouent le jeu? Est-ce que les bibliothèques ne sont pas un frein à la découverte du beau? Quelquefois. Écoutez, moi, je suis navrée de voir certaines bibliothèques qui ont des fonds magnifiques, qui mettent en réserve, voire au pilon, des livres qui font encore rêver les enfants d'aujourd'hui. Mais là aussi, on fait du vide pour faire entrer, malheureusement, du vide. Alors, je parlais de votre bienveillance sans œillère, et c'est vraiment le sentiment qu'on a en lisant l'ouvrage, qui est plus très positif, mais est-ce qu'il y a quand même des œuvres sur lesquelles vous avez fait l'impasse, des œuvres connues, parce qu'elles constituent pour vous une mauvaise surprise, sur tel ou tel point du carré magique? Eh bien, il a pu arriver, et c'est l'occasion de parler d'une petite piste de choix dans une collection. Vous voyez, des collections, il y a 50 tomes, parfois écrits par des auteurs différents. Eh bien, dans une même collection, nous avons, oui, sélectionné les uns, alors que les autres n'étaient pas bons. Je pense, par exemple, à la collection Avant de devenir, chez Belin Jeunesse, qui propose la vie de grands personnages historiques au début de leur vie. Eh bien, ils ne se valent pas tous. Ils ne sont pas tous écrits par les mêmes personnes. Globalement, la collection est bonne, mais nous en avons choisi quelques-uns. Pas tous. Alors, bien ça m'inquiète ce que vous me dites. Par exemple, on va prendre quelque chose d'assez... je pense encore à la mode Père Castor. Oui. C'est-à-dire que si on en prend un, il faut qu'on fasse attention au deuxième, au troisième, parce qu'on n'est pas sûr que toute la série, et pourtant il y en a, chez un même auteur, inquiétant, ça. Irrégularité, dans une même collection, chez un même éditeur, on n'avance pas les yeux fermés dans aucune direction. D'autant plus que chez le Père Castor, les illustrateurs changent. Donc le même texte d'un conte d'Andersen ou un conte de Grimm peut être illustré totalement différemment. Et Dieu sait que le petit enfant à qui on raconte l'histoire est perméable à l'image. Donc si l'image est gaie, enthousiaste, amusante, pas le ressentir de la même manière que si l'image est sinistre. Ne serait-ce que par exemple les musiciens de Brême, le conte peut être illustré de manière totalement différente. Donc choisissez surtout l'illustrateur qui convient bien au texte. Et même chez le Père Castor, on peut avoir des surprises. À 0 ans. Qu'est-ce qu'on propose à un enfant? C'est merveilleux. C'est une question souvent posée. C'est merveilleux parce que c'est le livre qui est là à 0, on va dire à 6 mois. À 6 mois. Le livre est là dans la maison. Il fait partie de la vie. Il s'ouvre. Il y a déjà une musique lorsqu'on lit. Le parent qui a son enfant sur les genoux et qui lui lit, c'est un moment de proximité, un moment de transmission. Et il y a cette musique, ça passe par tous les sens. Les yeux, les oreilles, le toucher. Et hop, voilà, ça y est, on est déjà dans l'éducation. Aimer les livres, c'est ça. À 16 ans, comment on fait? Parce qu'à 16 ans, les livres qu'on lit sont ceux que le professeur vous impose. Regardez, moi, Rousseau, on me l'a imposé, quand même pas, j'ai lu Rousseau moi-même. Non, mais il y a le programme scolaire, on va pas marcher sur les plates-bandes des professeurs. Pour le bac, il y a des livres qu'on propose, etc., si vous voulez. Donc vous n'avez pas beaucoup de place? Ah si, toutes les vacances, toutes les soirées. Tous les moments qu'on a dans les transports en commun, par exemple, pour les enfants qui sont bien contraints de prendre un autocar scolaire. Non, on a le temps de lire si on le prend. Alors comment on fait à 16 ans? Parce qu'à 6 mois, je comprends très bien. On se met à côté de l'enfant et il écoute. Mais à 16 ans, vous ne vous mettez pas à côté de l'enfant, c'est pas papa, maman qui va le lire. Le livre, c'est lui. Et comment on arrive à lui faire désirer l'ouvrage? En fait, c'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance qui s'est établie depuis les tout petits, les adolescents, et on va seulement leur conseiller des livres. Bien sûr, d'abord, essayer de l'avoir lu pour pouvoir leur en parler, leur faire un petit peu de publicité autour du livre et leur expliquer en quoi ce livre peut les toucher, eux. S'intéresser à ce qui les intéresse, aussi s'intéresser aux livres qu'ils rapportent. Et s'ils n'en rapportent pas, qu'ils nous voient nous enthousiasmer pour certains livres. Je pense que c'est par l'exemple et par cette joie que nous communiquons qui peut donner envie, espérons-le.
À 16 ans, le lecteur peut être encore très très attiré par des histoires de fantastique. Certains sont encore mais il peut doucement glisser vers des policiers qui sont très bien écrits, science-fiction très bien écrite. Et puis aussi des histoires vraies, des histoires d'aventure qui se passent au bout du monde, qui se passent en montagne. Voilà. Et ça, on a essayé d'avoir une bonne proposition dans ce domaine-là. Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny. Oui. Je vous pose la question parce qu'elle me vient aussi à l'esprit. Est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de décrire, ce n'est pas une situation de classe, c'est-à-dire ou d'élite? Parce qu'aujourd'hui, il y a une classe sociale ou une élite qui lit, qui a les privilèges de pouvoir lire. Et puis sinon, on en est réduit au Switch, c'est les jeux, je crois, on dit à la mode, le portable, le téléphone intelligent, ou sinon, l'obligation de travailler, d'aider la famille, de rentrer le soir, d'aider les petits frères, les petites sœurs. On n'a pas de temps de lire non plus. Donc, c'est pas finalement une vision privilégiée que vous avez, une vision bourgeoise. C'est plus complexe. C'est plus complexe parce que dans de très nombreuses familles aisées, il n'y a plus de livres. Donc déjà, les écrans ont pris toute la place et beaucoup d'enfants de familles aisées n'ont plus accès aux livres, sauf aux livres scolaires. Et dans des familles beaucoup plus modestes, on va voir les enfants fréquenter assidûment les bibliothèques parce que c'est là qu'ils trouvent un refuge. C'est un refuge pour lire tranquillement, pour apprendre à connaître des livres. Et on a beau critiquer certaines médiathèques, les bibliothécaires peuvent aussi être des personnes très bienveillantes. Donc elles peuvent aider les enfants à lire et simplement à s'isoler un petit peu du brouhaha ambiant. Non, je pense qu'il faut être plus... plus... Voir les choses un petit peu différemment. Voir les choses de plus près, effectivement. Et puis le livre... devenant plus rare, et il est vrai qu'on a moins de temps à consacrer aux livres. On voit bien la journée des enfants et des jeunes aujourd'hui. Ce sont des journées trépidantes avec des emplois du temps assez fous qui laissent peu de temps. Donc le livre, quelle que soit la classe sociale, je suis peut-être très optimiste, mais peut devenir un moment privilégié et l'objet un trésor. Vous voyez, par le fait que justement qu'il est rare et que le temps qu'on peut lui consacrer est réduit. Conseil aussi, est-ce qu'il faut une bibliothèque dans la chambre des petits, quand il y a une chambre pour 1, pour 2, pour 3 quand il y a une chambre, est-ce qu'il faut une bibliothèque? Est-ce qu'il faut que physiquement on voit les livres? Parce qu'on ne les voit plus dans les salons, les bibliothèques disparaissent. Mais ça, c'est important pour vous que ça reste un élément. Alors, on pourrait les lire sur une tablette, c'est pas difficile. Non, il faut du papier. D'abord parce qu'avec le papier, vous pouvez taper sur la tête de votre petite sœur. Vous pouvez vous en servir pour faire un écran, vous pouvez jouer à petite voiture, ça fait des beaux tremplins. Pas sur tous. Pas sur tous. On peut les prêter, on peut les donner. Ça ne se décharge pas, cela vous recharge. Le livre ne se décharge pas comme une tablette. Et non, il faut mettre des bacs, même des bacs pour que les enfants puissent attraper les livres, les petits vont les attraper, et puis les plus grands avoir un petit rayonnage, ne serait-ce qu'un rayonnage ou deux. C'est triste, une maison sans livres. Et puis avoir une bibliothèque physiquement dans sa chambre, oui, et puis aussi être inscrit à la bibliothèque. Ah oui, ça, vraiment, c'est très très important. À prendre l'habitude d'aller faire un petit tour, de faire un choix, parce que déjà on montre aux enfants, en faisant ce choix avec eux, tiens, tu veux prendre ça? Non, écoute, non, peut-être pas celui-là, on va plus... Ah, tiens, donc tout ne se vaut pas. Vous voyez, déjà dans la démarche. Et puis rentrer chez soi avec un grand sac de livres que l'on respecte, on fait attention, on doit les rendre sous peine d'amende. Donc on ne joue pas aux petites voitures dessus. Oh. et à la maison à nouveau, on refait un choix. Vous voyez, là déjà, vous pouvez, vous appuyant sur les goûts des enfants, montrer déjà vos critères et puis vous entourer de livres. Il nous reste quelques secondes, malheureusement. J'aurais voulu rester encore plus longtemps sur ce bibliothèque idéal. Il y a tant de choses à vous demander. Est-ce que vous avez mis en avant des œuvres qui sont oubliées ou qui sont mises à l'index? Souvent, les bien-pensants ont fait l'impasse sur des œuvres. Alors, vas-y. C'est difficile. Très, très difficile. Alors moi, je penserais peut-être à... Pardon, je t'en prie. Je vous en prie. Je pensais à René Bazin, par exemple, avec De toute son âme, un livre qui a été réédité il y a peu, qu'on ne trouve pas forcément très facilement. Mais voilà le genre de livre qui ne sera pas proposé à la bibliothèque. C'est sûr. Et qui pourtant est tellement beau, avec tous ces aspects de cœur, d'ancrage géographique, historique, d'aventure humaine. Voilà, je pense à celui-là. Bazin, René. Quelques livres de Vladimir Volkov aussi, notamment qui peuvent être lus par les grands adolescents. On les trouvera rarement en bibliothèque. Tous les hommes du tsar, etc. Voilà, les hommes du tsar. Voilà, super, même le montage, on même peut le le lire, montage de Volkov, je suis d'accord. Après avoir lu les Langelot.
On peut lire le montage. Ça serait votre coup de cœur, Volkov? Non. C'est votre coup de cœur. Il vous reste 1 minute chacune. Mon coup de cœur. Votre coup Allez, de cœur. j'ai deux Il faut coups de cœur. trouver sur 2000 un coup de cœur. Alice au Pays des Merveilles et Nils Holgersson. Ça, ce sont mes deux grands chouchous. Nielsen Garson, expliquez-moi. C'est le voyage, le grand voyage au travers de la Suède, le petit bonhomme qui est transformé en lutin et qui part sur les oies sauvages, sur le dos des oies sauvages. Vous m'avez donné une idée de lecture. Et vous, Valérie Debini? Je pense à 2 livres, une réédition à la joie de lire qui s'appelle Urkizu, qui est un livre assez extraordinaire, l'histoire d'un jeune garçon, un Terre-Neuva, qu'on laisse au milieu des Inuits pour une saison de pêche. Et on le laisse avec une carabine. Au départ, il dit non, pas question, je n'utiliserai cet instrument envers cette population. Mais la famine survient et il comprend à un moment donné qu'il risque d'être mangé. Une aventure extraordinaire. Et puis en fantastique pour les 13-14 ans, fantastique, je dirais plus imaginaire, une série qui est assez merveilleuse qui s'appelle Oniria chez Hachette et qui sort en poche actuellement avec toute la série en poche et vraiment propre à emmener très loin, très haut. Merci beaucoup. 4 propositions, il vous en reste 1996 à découvrir dans cette bibliothèque idéale aux éditions Criterion. Merci d'avoir fait ce travail qui est un travail essentiel que les parents et les grands-parents apprécieront à leur juste valeur. Merci. Merci beaucoup. Anne-Laure. Alors merci Valérie Debini. Merci.